On va remonter le temps ce matin jusqu'à la fin du 19e siècle, en 1885 précisément, date à laquelle paraît Atypa, roman guyanais, livre écrit et signé par un certain Alfred Paré-Poux, le premier roman guyanais et le premier roman à avoir été publié en créole, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être reconnu par l'UNESCO comme une œuvre représentative de l'humanité et qui, malgré une publication passée presque inaperçue en 1885, est devenu depuis un marqueur important dans l'identité guyanaise d'un point de vue littéraire, mais aussi et surtout dans la naissance du concept de l'affirmation de soi, qui sera repris, ce concept, quelques années plus tard par un autre auteur guyanais, René Maran. Et si on parle d'Atypa ce matin, c'est parce qu'une étude socio-littéraire du roman vient de paraître aux éditions Ibis Rouge. Ça s'appelle Atypa, l'audace des matins, et son auteur Ernestine Bocage est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Ernestine Bocage. Pourquoi vous êtes lancée dans ce travail-là? D'où est-ce qu'elle est venue l'idée et surtout l'envie de vous pencher en profondeur sur Atypa? Alors, il faut distinguer deux choses. Le roman Atypa, qui est effectivement ma matière première, et puis l'essai que je viens d'écrire. Donc, il y a 3 dates dans ce cheminement qui va me conduire donc à la production de cet ouvrage. Première date, c'est 1995. Au niveau de mes études créoles, je produis un mémoire sur Atypa. Deuxième date, 2005. Toujours dans le cadre de mes études littéraires et linguistiques, je produis un mémoire de DEA sur Atypa en comparaison avec Léon Gontran-Damas pour savoir si ces deux auteurs-là sont traversés par la même thématique, par une thématique guyanaise. Et puis surtout, 3e date importante, l'année Atypa, 2016-2017, une année entière consacrée au roman sous l'égide des responsables de la CTG de l'époque, notamment M. Rodolphe Alexandre et sa vice-présidente, Madame Rolande Chalco-Lefebvre. Donc ça fait près d'une 30aine d'années que vous vous intéressez à Atypa. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce roman-là? Alors, ce qui me passionne dans ce roman, c'est d'abord le courage de l'auteur, l'audace de l'auteur. 227 pages uniquement en créole, donc avec une plume, un petit encrier. Et puis surtout, du courage pour oser s'affirmer à cette époque-là. On est à la fin du 19e siècle, moins de 50 ans après l'abolition de l'esclavage. Les idées dominantes, ce sont celles qui vont vers l'assimilation des valeurs autres que celles guyanaises. Et cet auteur-là dit, dès cette époque, eh bien, nous sommes des Guyanais, nous avons une manière de vivre, nous avons une manière de penser, voilà ce qui constitue notre territoire, nous avons des richesses à faire valoir. Nous avons une manière de danser. La chasse est une activité importante chez nous. Donc, en fait, il va produire 12 chapitres. Chaque chapitre, c'est une rencontre avec un interlocuteur, avec un personnage précis. Et dans chaque chapitre, il va justement présenter la Guyane. Donc, j'ai trouvé cela courageux. Et je me suis reconnue dans l'ouvrage de cet auteur. Je me suis reconnue dans Atypa. Et comme autour de moi, les gens avaient des difficultés à lire l'ouvrage en me disant que mais c'est un créole difficile, c'est un créole qui date. Et c'est moi, vrai que c'est difficile à lire? Non, ce n'est pas difficile à lire, vraiment. Et donc, justement, dans l'essai que je propose, il y a toute une partie sur la langue utilisée par Atypa. Donc, je vais essayer de décrypter ce tableau d'écriture qu'Atypa a utilisé, même s'il ne nous l'a pas donné, il a forcément eu un tableau d'écriture pour pouvoir transcrire donc, le créole, puisque le créole à l'époque n'est pas enseigné. Le créole n'est pas du tout écrit, donc il va se baser sur l'oral et il va établir une transcription. Eh bien, moi, j'ai voulu mettre à la disposition des lecteurs, de la population, mes connaissances et puis la facilité que j'avais eue à rentrer dans cet ouvrage. Donc, c'est comme si l'essai que j'ai écrit, c'est une sorte de compagnon, on appelle ça un zété, en créole guyanais, un compagnon qui va faciliter bien l'appropriation de l'œuvre originale d'Atypa. Faciliter la lecture, du coup, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore lu, l'idée, ce serait aussi de croiser finalement la lecture d'un côté du roman, Atypa, et de l'autre, cet essai qui paraît aujourd'hui. Voilà, les deux vont de pair. Donc, l'essai apporte tout de même plusieurs avancées, On va revenir sur l'avancée principale, à savoir l'identité tout de même d'Alfred Paré-Poux, l'auteur d'Atypa. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dise quelques mots pour celles et ceux, parce qu'il y en a encore aujourd'hui en 2022 en Guyane qui n'ont pas lu Atypa. Ça parle de quoi en quelques mots finalement? En quelques mots, ça parle de la Guyane, de l'identité guyanaise.
ça parle de la langue créole, de la culture créole, mais ça ne parle pas que du créole, ça parle de tous les habitants de cette époque. Il y a déjà des Chinois, il y a déjà des Africains, des travailleurs libres, il y a des Amérindiens, il y a des Bushinengués. Tout le monde est présent. Tout le monde est présent et Pareepou met déjà en avant cette interculturalité. Il met déjà en avant ce brassage, essentiellement dans la ville de Cayenne. C'est pour ça que toutes les rencontres se déroulent à Cayenne. Mais toutes les communes sont évoquées. Dans les deux derniers chapitres, il présente ce que moi j'appelle le chapelet des communes. Il présente les 14 communes qui existent à l'époque. Et pour chacune, il a une anecdote. Il a une vision particulière. Il a une spécificité à faire valoir, que ce soit en parlant de Wanari, de Ko, de Kourou, d'Irakubo, de Mana. Il présente toutes les communes. On va du coup aborder, on l'a dit, l'un des principaux enseignements de votre travail, c'est l'écrivain, l'identité de l'écrivain, parce que le roman il est publié à l'époque sous le pseudo d'Alfred Pareepou. Pendant longtemps il y a eu cette question, mais qui était Alfred Pareepou? Et vous apportez une réponse, Ernestine Bocage. Oui, j'apporte une réponse en me basant sur plusieurs éléments de recherche. Donc en littérature, on travaille forcément sur la comparaison de textes. On travaille aussi sur des documents d'archives, puisqu'il faut replacer l'œuvre dans son contexte. Donc, dans mon essai, il y a forcément une partie socio-historique pour bien cerner cette fameuse période-là de 1880 et ce qui s'y passait. Donc, on travaille aussi sur des témoignages, on recherche des témoignages de personnes de l'époque. Pour croiser les sources finalement oui, et arriver peu à peu à il faut absolument croiser les sources. Oui. Il faut absolument croiser les sources, il faut les vérifier. Il faut beaucoup lire aussi le roman lui-même parce qu'on suppose que l'auteur a dû laisser des indices dans le roman. Et à force de chercher, je vais trouver un indice que j'ai appelé la preuve cachée, que je dévoile, que je détaille dans l'essai. Mais l'élément clé, c'est vraiment le témoignage de Léon Bassière. Et je fournis donc l'article de Léon Bassière, c'est un article qu'il a écrit en 1936. Je fournis cet article dans l'intégralité, donc les lecteurs pourront le lire. Et dans cet article, nous avons Léon Bassière qui nous dit qu'il a connu l'auteur d'Atepa, parce que Atepa est presque né dans sa famille à lui, Léon Bassière, et c'est Athénodore Mitterrand. Il nous dit que l'auteur n'est autre qu'Athénodore Mitterrand, et qu'il se souvient très bien qu'à cette époque, donc dans les années 85, il était un jeune garçon. 1885, je le précise. Oui, 1885. À l'époque, c'était un jeune garçon, c'est un adolescent. Il se souvient très bien de Mitterrand qui lisait des extraits de son ouvrage. Et il nous dit qu'à l'époque, l'ouvrage a eu du succès. L'ouvrage, contrairement à ce que l'on pense, l'ouvrage a eu du succès. L'ouvrage a fait grand bruit. Là, vous parlez de la Guyane ou bien de Je la parle France de la Guyane, uniquement de la Guyane. Voilà. Ouais. Léon Bassière, il est en Guyane. Il assiste à la lecture d'Atepa par son auteur qui est Athénodore Mitterrand. Alors, il y a des gens qui m'ont dit mais oui, mais il semblerait que Léon Bassière n'était pas en Guyane à cette époque. Non, on a encore fait des recherches qui prouvent que Léon Bassière est bien en Guyane en 1885. Donc son témoignage est solide, on peut s'appuyer sur lui pour arriver solide, à plusieurs titres. Premièrement, c'est un journaliste. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la question du patrimoine, à tout ce qui concerne la Guyane. Et en plus, le frère de Léon Bassière, Eugène Bassière, va épouser la fille de Mitterrand. Va épouser Félicie Mitterrand. Donc on ne peut pas tomber sur témoignage plus sûr, plus certain. Donc en fait, vous avez mené une espèce d'enquête littéraire, historique dans les archives. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, quel genre de travail vous avez dû faire, Ernestine Bocage. C'est un travail à rebondissement, mais c'est un travail qui est passionnant. Donc alors, quand j'ai reçu en fait le témoignage de Léon Bassière qui m'a été remis par Christine Sarge, c'est vrai que j'ai décortiqué le texte. Ensuite, il y a eu toute la recherche généalogique, puisqu'il fallait savoir si ce Mitterrand-là existait réellement. Donc, on a dû chercher son acte de naissance, son acte de décès, son état civil. On est remonté sur ses parents, sa mère, sa grand-mère.
Et je me suis fait aider par les recherches généalogiques. Parce qu'après, je me suis retrouvée avec tellement de documents et ce n'est pas ma partie préférée. Donc, je me suis fait aider par 2 généalogistes. Alors, ce ne sont pas des généalogistes. Ils tiennent à ce que je précise que ce sont des passionnés de généalogie. D'accord. Alors, notamment une Guyanaise, Michel Jean-Charles, qui m'a aidé à construire 3 arbres généalogiques qui seront dans l'essai. Et puis, un autre ami de Poitiers, un jeune étudiant qui se passionne aussi de généalogie, Romain Bousseau, qui m'a aidé à construire l'arbre des météros. Parce qu'en fait, il y a 2 familles qui vont se croiser, les métérans d'un côté et les météros de l'autre. Et donc, dans l'ouvrage, les gens vont faire connaissance avec 2 familles clés, des familles potomitans. Donc, métérans, qui nous concerne directement par rapport à l'auteur, et puis météro. Donc je n'en dirai pas plus parce qu'il faut tout de même laisser le suspense. Et lire évidemment le livre qui paraît du coup aux éditions Ibis Rouge. Comment est-ce que vous expliquez que ce mystère-là ait duré aussi longtemps sur l'identité finalement de l'auteur d'Ateepa? Difficile à expliquer. Je crois qu'au départ, c'était une identité qui était connue. Michel Loyer nous a dit que c'était Mitterrand en 1955. Michel Loyer, par exemple, dans Parallèle 5, va publier des extraits. C'est le premier à nous dire ouvertement que c'est Mitterrand. Oxos Cantu va reprendre cette identité. Tout ça, ce sont des personnes ce sont des personnes éminentes dans le domaine de la culture, etc. Personne ne pensait que ça allait poser problème. Et puis, un jour, il y a une autre identité qui apparaît. Donc c'est à ce moment-là, branle-bas de combat, on relance les recherches. L'auteur a eu ses raisons pour choisir un pseudonyme. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de ne pas signer en son propre nom? Alors, vous savez qu'à l'époque, de toute façon, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sous un pseudonyme. On est au 19e siècle. C'est monnaie courante. Ce n'est pas la première fois qu'un auteur utilise un pseudonyme en littérature. Et peut-être qu'il voulait être tranquille au niveau administratif. Par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce qu'il écrivait. Oui, tout à fait. Parce que Athéno dans Mitterrand, c'est un administratif, c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration de la marine, c'est un homme politique aussi. Donc peut-être qu'il a voulu se protéger, ou peut-être qu'il a choisi un pseudonyme qui faisait penser davantage à la Guyane, parce qu'il ne choisit pas n'importe quel nom, il choisit par époux. Par époux, ça veut dire prêt pour aussi, Donc, on peut décomposer le mot, par époux. Et puis, c'est aussi le nom d'un palmier emblématique de la Guyane. C'est-à-dire que quand vous prenez le livre tout de suite et que vous lisez le titre, Ateepa, là aussi on peut décomposer pour montrer le cheminement, et vous lisez par époux. Plus roman guyanais, vous pensez tout de suite à la Guyane. Oui, on ne peut pas passer à côté pour le coup. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire que c'est une œuvre qui vient d'ailleurs, que c'est une œuvre qui va parler d'un autre territoire. Et l'auteur enfonce le clou dans sa préface où il écrit « Mon cher compatriote qui est là, apuzot runso mo fait Ateepa ». Donc tout est bien circonscrit, tout est dit. Et au moins le message est clair d'entrée. Le message est clair d'entrée. Alors le roman original, il compte 12 chapitres et ça raconte, vous l'avez dit, du coup l'histoire d'Alfred Paré-Poux dans la Guyane du 19e siècle. C'est quand même une période charnière pour la Guyane avec à l'époque l'installation du bagne, les débuts de l'orpaillage, des grandes questions qui commencent à se poser. S'intéresser à Ateepa et à l'histoire que ça raconte, c'est aussi finalement s'intéresser à l'histoire avec un grand H de la Guyane. Exactement. Et donc, travailler sur Ateepa, c'est vraiment travailler sur les familles guyanaises de l'époque. Donc, je présente une nouvelle famille, la famille de Mitterrand. Je vous ai dit que je présente aussi la famille de Météro. C'est savoir aussi comment les gens de l'époque ont réagi face à tous ces bouleversements. Parce que on ne sait pas comment les Guyanais ont vraiment réagi par rapport à la nouvelle de l'installation du bagne. Et à cette époque, ils n'ont pas du tout bien réagi. Ils l'ont vécu vraiment comme une blessure. Et il faut lire les rapports des différents conseillers généraux dans le Moniteur guyanais. Comment les gens ont réagi face à l'annonce de la ruée vers l'or, face à la découverte de l'or. On pense souvent qu'il y a eu réellement des vagues migratoires, mais les premiers qui se sont déplacés, les premiers qui sont allés vers l'intérieur, ce sont les créoles guyanais. À l'époque, on les appelait des créoles guyanais, qui habitaient donc sur le littoral, qui ont abandonné leurs habitations, entre guillemets, pour aller chercher de l'or. Donc c'est d'abord les Guyanais qui vont
investir à l'intérieur du pays. Ouais, en fait, c'est la naissance de la Guyane moderne telle qu'on peut encore la connaître aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une époque charnière. Et puis, c'est la naissance aussi de la Troisième République, où ceux qui étaient déjà affranchis depuis plusieurs années et qui sont donc devenus libres, puis d'autres qui sont devenus libres en 1848, vont s'impliquer dans les nouvelles institutions, comme le Conseil général, comme les élections législatives, les élections municipales. Donc, c'est la naissance aussi d'une certaine citoyenneté où on voit le combat que mènent déjà ces gens-là pour obtenir l'égalité des droits et l'égalité des chances dès la naissance de la Troisième République. Donc, travailler sur Atepa, c'est vraiment travailler sur la grande histoire, puisque l'histoire de la Guyane est liée à l'histoire de France, et puis c'est lié à d'autres histoires aussi, parce que Atepa aborde les liens avec les Antilles, par exemple, les liens avec les Antilles. Donc, oui, c'est vraiment un ouvrage qui est riche, qui est très riche. Et il me semblait important de mettre en avant cette richesse. Vous parlez de mémoire collective d'ailleurs, l'importance de la mémoire collective. Dans le communiqué des éditions Ibis Rouge, il est dit que votre travail, il a donc l'objectif de préserver cette mémoire collective, mais aussi de construire la Guyane de demain. C'est quoi le lien, Ernestine Bocage, qu'on peut faire entre, d'un côté, Atepa, le roman guyanais, fin du 19e siècle, et la situation actuelle finalement de la Guyane? La situation actuelle, on a l'impression qu'on vit aussi quelques bouleversements. Bouleversements. C'est le cas de le dire. Donc, j'ai pu faire un lien direct avec les grands mouvements sociaux de 2017. Sur quoi, par exemple? Sur quel point Par exemple, précis? sur le développement des richesses et sur le manque d'infrastructures. Dès 1885, Alfred Parepo nous dit « On ne peut pas développer un pays sans voie de communication ». Il écrit 1885. Il dit qu'il n'y a pas de pont dans le pays, qu'il n'y a pas de route. Il donne des exemples précis. Or, on a l'impression d'entendre le même discours en ce moment avec les questions de désenclavement, avec le manque d'infrastructures, le manque de routes, le manque de ponts, etc. Donc, au niveau économique, il y a un lien direct. Je laisse les lecteurs juger. Ensuite, et c'est pour ça que c'est important de dire et rappeler que c'était important à l'époque que ce soit un Guyanais qui prenne la parole et pas quelqu'un de l'Hexagone qui écrit d'une manière ou d'une autre sur une certaine vision exotique de la Guyane. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît son territoire et qui le met en avant dans son roman. Et qui parle avec ses tripes. On a plusieurs expressions. Mochoka boulé, le moka avec mon pays africain. Donc, j'ai le cœur qui brûle. Mochoka raché, le moka avec comment ça y est qu'a fait qui pays. Il dit ça franchement. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Et puis, au niveau de la langue créole, il y a des liens directs. Dès cette époque, Parepo nous dit que le créole a évolué, que le créole évolue, etc. Et là, on est en train de se poser aussi des questions sur le créole, sur son évolution, sur son statut. Est-ce que c'est une langue véhiculaire? Alors, en revanche, à l'époque de Parepo, le créole, c'est une vraie langue véhiculaire. Tout le monde a parlé créole. Chinois, blanc, nègre, enfin, il le dit, il le répète à l'envi. Et on voit qu'en ce moment, on se pose des questions par rapport au statut de la langue créole, etc. Dernière question, le livre n'est pas encore disponible, il devrait arriver d'ici deux semaines à peu près. D'ici quelques semaines. Alors, il y a eu un premier arrivage par avion pour les besoins de la conférence de lancement. Mais tout a été vendu, donc autant pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Donc on attend un autre arrivage par bateau. Et j'ai eu donc la commerciale d'Ibis Rouge hier qui m'a dit que ça sera dans les librairies dans 3 semaines à peu près. Lisez Atepa et lisez Atepa, l'audace des matins, le livre écrit par Ernestine Bocage qui sera donc bientôt disponible dans les bonnes librairies, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci. Radio Pays.